Allez, salut, ici Yann Darwin, Finance et Investissement. Aujourd'hui, on fait le point crypto. J'ai beaucoup de choses à voir avec toi et notamment le fameux halving qui arrive dans un peu plus d'une journée. Ça sera le 20 avril. Je tourne cette vidéo le 18 avril. On va se poser la question, où vont les cryptos? Puisqu'on a connu et on l'a vu une petite correction ici qui fait un petit peu paniquer tout le monde parce que voilà, ça a une forme de top de marché. Qu'est-ce qui se passe? Double top, triple top, correction, dead cat bounce, où est-ce qu'on en est? Est-ce que le cycle est fini? C'est vraiment le point du jour et pour ça, on va faire un petit peu tout le tour, on va se poser les questions. Au sommaire, on va regarder les raisons de cette correction, cette baisse, ce dip, voilà, tu l'appelleras comme tu veux, c'est-à-dire que y a quand même des raisons macro. On va parler de l'inflation, on va parler des taux d'intérêt, on va parler des bonds et du sell-off qui s'est passé, on va parler bien sûr de la troisième guerre mondiale, ce qui s'est passé, Iran, Palestine, etc. et tout le bruit ambiant qu'il y a eu autour de ça. On va regarder les effets de tout ça sur l'or, sur le pétrole, et on va se poser la question. Ok, le halving va arriver, que va-t-il se passer? Et tu vas voir qu'on est tiraillé entre deux scénarios et je vais te donner mon scénario également. Je vais t'expliquer ce que j'ai fait sur ma poche long terme et sur ma poche court terme par rapport aux cryptos. Et je te parlais de 4 critères macro à suivre de très près. Ça sera la fin de la partie publique. Et après, on ira sur la partie privée Money Game. Je te rappelle que toutes les infos sont là pour nous rejoindre dans Money Game. Et on verra beaucoup plus en détail justement comment anticiper ces chocs macro et ce qui peut se passer finalement pour anticiper les mouvements sur le marché des cryptos, mais pas que. Mais aujourd'hui, finalement, le focus, c'est les cryptos. Donc on parlera beaucoup plus des indicateurs leaders, de comment faire. On ira voir et on ira se poser la question, est-ce qu'on est en risk-on ou en risk-off et comment bien jouer ces transitions et finalement ces rotations qui se passent. Mais bref, chaque chose en son temps. On va sur le chart ici. Donc, bon, voilà, les dernières vidéos, tu les connais, hop, c'est parti. Bon, on a eu le fameux TFBTC, tac, tac, tac. On a cassé la TH du précédent cycle. On a louvoyé autour, on s'est promené autour de la TH. Et là, finalement, on a eu cette correction, là, on a eu cette baisse. Si je prends le dernier top local, jusqu'à finalement hier, on était à moins 18%, aujourd'hui on se trouve à moins 15%, on a oscillé aux alentours de moins 10%. Alors la question que se posent les gens, c'est finalement, ok, est-ce que c'est la fin du monde? Alors il y a beaucoup de débutants, et je le vois, et même dans mes groupes privés, et pas que les débutants d'ailleurs, à chaque fois qu'on a ce genre de baisse, de correction, tout le monde panique. Excuse-moi de te rappeler que quand l'ETF Bitcoin a été approuvé, on a eu une correction de moins 20%, ok? Quand on s'est promené sur l'ATH, on a eu une correction de 15%. Quand on a recassé l'ATH de façon vigoureuse, on a eu une correction de 16%. Okay, si je me promène sur les précédents cycles, on va aller jeter un œil, tac, le cycle dernier, on a connu des corrections importantes. On a connu des corrections de 60% avant le cycle, début des cassures et du cycle, moins 20%. Alors c'est sûr que ça fait moins peur parce que la courbe n'est pas en log, donc voilà, mais si, moins 16%. Ici, qu'est-ce qu'on a eu? Paf, plus le cycle avance, plus on a de la volatilité, moins 32%. Ensuite, on a eu ici, moins 12. Et ensuite, on a eu, avant le top, moins 26. Ensuite, on a eu ici, bon, t'as compris quoi, moins 20, etc. Jusqu'à, bien sûr, voir un grand moins 50. Et finalement, on a vu un plus haut, avec toujours des corrections à chaque fois, tu vois, des tops locaux ici, moins 25. Donc, ce qu'il faut comprendre déjà, dans un premier temps, c'est que ce genre de baisse sur le marché des cryptos, ce genre de volatilité est absolument normal. Et si tu ne peux pas l'encaisser, il faut que tu te poses des questions sur tes points d'entrée. Est-ce que tu es rentré trop tard? Est-ce que tu es rentré trop fort? Est-ce que tu es là sur du long terme et tu investis sur les cryptos finalement intercycle, et donc tu achètes aujourd'hui, tu revendras dans 10 ans, alors à ce moment-là, il faut peut-être fermer tes écrans. Est-ce que tu es là que pour le cycle pour faire un maximum d'argent? À ce moment-là, il faut se poser des questions sur tes points d'entrée, etc. pour soigner un petit peu tes points d'entrée. Il y a plein de solutions, d'acheter sur les replis, etc. Et je vois toujours des gens qui, finalement, quand ça monte, tout le monde dit, et ça c'est quand même, je pense, la pire chose que je vois dans les cryptos. Quand ça monte, tout le monde dit « Ah, j'attends que ça baisse pour recharger. Ah, vivement que ça repasse sous machin, comme ça, je peux en remettre une louchette. Ah, oh là là, zut, c'est parti trop vite, etc. J'ai pas eu le temps de recharger. » Et dès que ça baisse, tout le monde se chie dessus en mode « Ouh là là, c'est fini, c'est la fin du monde. » Et personne ne recharge. Donc, je pense pas que ça soit la bonne approche de recharger les baisses à chaque fois, parce que tu te bats contre ton esprit. Tu te bats contre tes biais psychologiques. Puisque l'être humain, il aime quoi? Il aime quand ça monte. Il aime acheter
quand ça monte, et tu vois, avoir son biais psychologique, c'est son bon petit biais de confirmation confirmé à chaque fois en mode putain, je suis vraiment le meilleur du monde, je suis vraiment le meilleur trader, dès que ça monte, j'achète, et hop, c'est vert le lendemain, etc. Et c'est normal en fait. Et donc c'est très dur d'acheter les replis, parce que quand tu manges un moins 20, moins 30, il faut cliquer sur le bouton, et oui, c'est possible, et c'est même potentiellement rentable, mais ça ne s'adresse pas à tout le monde au niveau psychologique, au niveau de son avancement dans les cryptos. Moi, ce que je préfère, et ce qui est même beaucoup plus simple, même si je suis expérimenté et que je suis capable d'acheter des replis, je préfère me loader fort, et ça fait des mois qu'on le dit, et c'est pas pour rien qu'on avait fait des vidéos, notamment cette vidéo méga importante qui était là en début de bull run, et puis ensuite on en a refait, etc., parce que c'est tellement plus simple de se loader fort au début, d'appuyer fort sur le bouton et bim, et d'attendre. Et ça fait beaucoup moins peur. Et oui, là, ça drawdown, mais ça fait beaucoup moins peur. Ok. Bon, posons-nous un petit peu les questions de tout ça. Je vais y retourner déjà voir, ok, on se pose la question, est-ce que le cycle est fini, blablabla, où est-ce qu'on en est. Bon, ce cycle est un petit peu différent des autres, mais globalement, après 4 cycles, on peut aussi se rendre compte qu'il y a quand même des similitudes à chaque fois. Moi, ce que je vois, c'est que sur les totaux cap, la market cap, donc Bitcoin, total avec Bitcoin, total sans Bitcoin, total sans Bitcoin, Bitcoin et Ethereum, et total en excluant les top 10 crypto, tous ces market cap sont finalement, n'ont pas vu leur ATH, quoi. Donc certes, on a vu un ATH sur Bitcoin, mais est-ce qu'on a vu une fin de cycle? Est-ce qu'on va voir une fin de cycle? 1, avant le halving, et 2, avant d'avoir vu les ATH sur toutes les caps? Ça me paraît quand même compliqué. Oui, il y a des choses qui puent sur ce cycle. Oui, il y a un début de surchauffe. Et oui, on est sûrement traumatisé des différents cycles précédents en mode peut-être qu'on a fait des erreurs et on se dit ok, je vais pas refaire les mêmes erreurs. Donc du coup, on a envie d'appuyer sur le bouton, prendre ses profits, etc. Je dis pas qu'il faut pas prendre de profits. C'est toujours une bonne idée de prendre des profits. Mais du coup, on est un petit peu, tu sais, comment dire, on est un petit peu en psychose, quoi. En mode est-ce que c'est fini vite? Faut pas que je sorte trop tard. Et aujourd'hui, autant, comme je l'ai dit l'autre fois, je vois des signes de surchauffe, ça commence à puer, il y a des prises de bénéfices, etc. Mais finalement, comme tous les cycles, rappelle-toi la dernière fois, il y a quelques années maintenant, en 2021-2022, le PIF nous disait « ça commence à puer », mais c'est resté débile pendant un certain temps. Et une bulle a besoin de ça, finalement, avant d'éclater. Elle a besoin de s'empiler, d'être débile, d'être de plus en plus débile, vraiment de sortir de toute valorisation correcte, ok. Là, aujourd'hui, on est en train de louvoyer autour de l'ATH, de réagir proprement, de liquider un peu des gens avec des ATH qui ne sont pas encore là sur les différents market cap. J'ai pas l'impression qu'on est en débilité extrême. Oui, certes, il y a beaucoup plus de meme coins, il y a beaucoup plus de conneries qui servent à rien que sur le dernier cycle. Mais bon, voilà. Je pense qu'on a encore un petit peu de temps devant nous. Ce que j'aime bien regarder, pour comprendre un petit peu aussi les marchés, parce qu'on le voit, les cryptos sont quand même pas mal corrélés au marché traditionnel et à la macro traditionnelle. On a vu le début de la correction très violente. Il est arrivé quand? Il est arrivé, très violente, oui, cette dernière correction dont on parle aujourd'hui, elle est arrivée finalement avec l'annonce de l'attaque de l'Iran finalement. Et on le voit d'ailleurs, je me suis amusé à faire les évolutions de recherche pour Troisième Guerre mondiale sur Google. On a fait un pic le 14 avril qui correspond finalement à la maximum psychose à ce moment-là et à la maximum psychose sur les marchés financiers au moment où tout ça a dipé. Donc je trouve que c'est une bonne chose que ces assets soient de plus en plus corrélés, et notamment le Bitcoin, au marché classique, parce que ça veut dire qu'il y a également les capitaux plus classiques qui sont là, et notamment on l'a vu avec les ETF, mais ça veut dire que du coup, il va falloir de plus en plus, avec le temps, et moi c'est ce que je fais depuis longtemps, finalement regarder également les indicateurs leaders du marché classique. Okay, et qu'est-ce qui est la grosse discussion en ce moment sur les marchés financiers? C'est finalement les taux d'intérêt, et donc la liquidité du marché. Est-ce qu'on injecte de l'argent? Est-ce qu'on retire de l'argent? Est-ce qu'on fait de la création monétaire, de la destruction monétaire? Est-ce qu'on va baisser les taux? Est-ce que les taux finalement favorisent les risk-on ou les risk-off, etc., etc. Et en fait, il y a un quadruple alignement de planètes là qui s'est passé sur cette correction. Il y a eu, hop, on va aller sur l'iPad faire des dessins magiques, on a eu une inflation qui est un petit peu plus, on va dire, sticky, ok, avec des annonces finalement de la Fed, avec des taux plus hauts et un petit peu plus longtemps. Donc c'est les taux, donc rate expectation finalement. Ok. On a eu aussi un sell-off sur les bonds, donc qui nous a fait monter
mécaniquement les taux de ces bonds-là. Donc forcément, si les bonds, hein, si les obligations rapportent plus, pourquoi aller chercher du risque alors qu'on a le truc le moins risqué qui rapporte beaucoup. Donc ça, c'est forcément, ça a un effet risk-off. Ok. Et on a eu également Iran, attaque de l'Iran, comme on a le vu. Et on a eu 2 réactions à cette attaque, notamment sur le gold et notamment sur le pétrole, et c'est ces réactions auxquelles on s'attendait le plus. Donc on va également y jeter un œil. On va jeter un œil sur ces 4 critères-là, sur ces 4 finalement déclencheurs un par un. Donc, première chose, les taux. Les taux aujourd'hui sont hauts. Pourquoi? Pour combattre l'inflation. L'inflation, elle fait quoi? Oui, elle a bien baissé par rapport à là où elle était il y a quelques mois. Puisque c'est pour ça que les taux ont augmenté très fort. Mais là, on a un petit bump, et là, je ne vais pas rentrer dans le détail sur la partie publique, mais si on épluche les différents CPI, PPI, etc., on voit que on a certains doutes. C'est-à-dire que l'inflation, elle colle un petit peu. Là, on le voit très bien sur ce chart qui est finalement le taux d'inflation global. On a ce petit bump là, ce petit bump, pouf. Et ce petit bump, il arrive, la Fed fait des déclarations, Jérôme Powell fait des déclarations en mode « Ok, ça va durer un petit peu plus longtemps que prévu, on ne va pas baisser tout de suite. » Donc ça fait quoi? C'est notre premier effet qui est là. C'est le premier effet qui se coule, c'est-à-dire « Ok, si l'inflation, elle ne baisse pas tout de suite, on va garder les taux un petit peu plus haut. » Si on garde les taux un petit peu plus haut, ça fait quoi? Ça fait que le marché, il les voit un petit peu plus haut. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le marché voyait il y a 3 mois les taux baisser rapidement, puis un peu moins rapidement, puis un peu moins rapidement, et maintenant encore moins rapidement. Qu'est-ce que ça provoque? Ça provoque tout simplement un effet risk-off, puisque ces bonds qui finalement baissent en valeur faciale, mais montent en retour sur investissement, en pourcentage de retour sur investissement, font que un certain nombre d'investisseurs, et notamment institutionnels, se disent « Ok, je peux avoir un taux d'intérêt intéressant, 4-5% sans zéro risque, absolument aucun risque. » Donc ça veut dire que si j'investis sur quelque chose qui me rapporte du risque, il faut que le premium de ce risque-là soit plus important, tout simplement. Quand les taux sont à 0 et que les bonds me rapportent 0 ou 0,1 ou 0,2%, c'est très facile, entre guillemets, d'aller sur du risque. Pourquoi? Parce que, de toute façon, il n'y a rien qui rapporte à part d'aller sur du risque. Mais quand le non risqué rapporte 4-5%, voire plus, avec un bon mix de risques, c'est plus dur, entre guillemets, d'aller sur du risque. Puisque le non risqué est moins risqué, forcément, et surtout attractif. Donc, c'est cet effet qui se coule, en fait, qui se passe ici, tout simplement. Ensuite, si on va jeter un œil à l'effet, et donc à cet effet suivant, Iran-Palestine, donc je t'ai montré ce pic-là sur World War III, la troisième guerre mondiale, au secours, mon Dieu, tout le monde a cru que c'était la fin du monde, et en fait, ça a complètement floppé. On sait que ça a complètement floppé, pas forcément au niveau géopolitique, etc. Ça m'intéresse pas, on est sur une chaîne d'investissement, mais sur les marchés. Pourquoi? Le gold, ok, il nous a fait un petit pump, donc c'était le 14, donc ça se passe ici, là. C'est-à-dire qu'on a fait un petit pump sur l'anticipation, là, le 12. Attends, je vais faire une magnifique ellipse, comme à mon habitude. Voilà, l'effet, en fait, il se passe là. Donc, on a eu une anticipation, une hausse du gold, et puis, pouf, c'est retombé comme un soufflet, on revient latéraliser. Donc, sur le gold, circuler, là, il n'y a rien à voir. Sur le pétrole, donc c'est les 2 actifs qui vont être le plus, finalement, impactés par une possible guerre, des peurs au niveau géopolitique, etc. On est aussi là. Donc quoi, on a fait une anticipation, hop, c'est retombé comme un soufflet, et pouf, on est retombé encore plus bas avec les dernières déclarations de l'OPEC, etc. Donc, à ce niveau-là, on a eu peur, ok, mais on a un retour à la normale. Et c'est ce qu'on veut voir pour notre Bitcoin. Et c'est ce qu'on veut voir finalement pour nos cryptos et même tous nos assets à risque. On veut voir tous ces critères-là qui vont dans le bon sens. Donc, une inflation qui baisse, et pour finalement prédire qu'elle va baisser, on va avoir des indicateurs leader qu'on va voir sur la partie Money Game plus tard. Ok, mais en tout cas, on surveille l'inflation. On veut voir les taux, et notamment le pricing des taux. C'est-à-dire que les taux baissent, on s'en fout, globalement. Ce qui nous intéresse plus, c'est que le marché pense qu'il baisse. C'est quand même 2 choses différentes. C'est-à-dire qu'on a des effets sur le marché, pas au moment de la baisse de taux, mais au moment où le marché sait que les taux vont baisser. Anticipe que les taux vont baisser. Et comme on l'a vu un petit peu plus tôt, avant, il anticipait beaucoup plus que les taux allaient baisser. Ok ? Il y a 3 mois, il y a 2 mois, il y a 1 mois. Et c'est aussi comme ça qu'on a fuelé le rallye sur le total marché, autant les equity que les cryptos, etc., etc. Donc, on surveille ça. On surveille, bien sûr, le côté bonds. Et est-ce qu'elle monte? Est-ce qu'elle baisse? Qu'est-ce qui se passe au niveau de cette courbe des taux? Parce que on a
un vrai élément de risque premium par rapport à des investissements non risqués. Donc ça nous dit où va aller l'argent, où vont aller les flux. La liquidité est très importante. Donc si les flux vont vers le non risqué, bah, ça ne nous fait pas monter le risqué. Si les flux vont vers le risqué parce qu'ils ont moins le choix, pas le choix, ou en tout cas que ce choix diminue avec le temps, ou que le volume qui est possible, ou le retour sur investissement escompté diminue, forcément on va aller plus vers là. Et ensuite on a tout ce qui est contexte géopolitique. Cette fois-ci c'était l'Iran, mais ça pourrait être le Covid, ça pourrait être n'importe quoi. Et donc on veut que tous ces indicateurs aillent dans le bon sens. Et tu notes que dans ces indicateurs, il n'y a pas le halving. On s'en tape le cul du halving. Et tu vas voir qu'il ne va rien se passer au halving. Ce qui va se passer au halving, on va en parler juste maintenant. Je vais te faire mes scénarios, mais je ne pense pas qu'il va se passer grand-chose. Et on l'a vu sur la précédente vidéo que je te remets là, dans le i là-haut, les effets du halving, au fur et à mesure du temps, diminuent. Donc oui, le halving est important parce qu'il a un espèce d'effet prophétique sur le marché, et notamment les retail qui disent « Ah, le halving arrive, etc. Ça va monter. » Et puis il y a en effet un effet réel dans le temps, mais c'est pas un effet immédiat. C'est-à-dire que dans un jour 22 heures, quand il y aura le halving, ou plus tard si tu regardes cette vidéo, tu vas voir que le marché va pas pumper de 40%. Ou alors, s'il pumpe de 40%, ça sera pour d'autres raisons, qu'on va voir maintenant. Parce qu'il y a d'autres raisons, il n'y a pas que ça. Donc la question maintenant, à ce stade de la vidéo, est-ce qu'on va se poser comme question, c'est « What now ?» On va où maintenant? On va en haut, on va en bas, on latéralise, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Alors, déjà, l'effet halving. On va mettre les points. Okay, moi, je pense que pour le halving, il se passe absolument rien. Il n'y aura rien. Okay, éventuellement, un sell de news. Et je pensais jusqu'à finalement cette correction qu'on a eue, qu'il y aura un sell de news. Maintenant, étant donné qu'on vient de se manger moins 15, moins 20, peut-être que l'effet correctif du halving, où tout le monde attend, le halving arrive, tu sais, les mecs restent, ils restent debout, je vois à chaque halving, des mecs qui restent toute la nuit, tu sais, réveillés quand ça tombe la nuit, pour voir qu'il va se passer un truc, etc., un pic de volatilité, le halving arrive, il se passe R. Et ça provoque parfois un sell de news, ou alors des traders qui sont un petit peu leveragés, etc., qui veulent capitaliser sur l'événement. Mais là, on a bien purgé le marché, donc est-ce qu'il y aura un sell de news? Je mets assez peu de pourcentage de chance sur le fait qu'il y a un gros sell de news, après qu'il y a un effet relativement déceptif et qu'on reste dans un range plus 5, moins 5, voilà, ça pour moi c'est le scénario le plus probable. Il n'y aura rien, plus 5, moins 5, et ça va passer comme une lettre à la poste. Maintenant, moi ce qui m'intéresse c'est le positioning, tu le sais, où vont les flux, où vont les capitaux. Et notamment avec cette correction, est-ce que les gens sont plutôt longs? Est-ce que les gens sont plutôt short? Est-ce que le marché a plutôt confiance? Est-ce que cette psychose finalement des 4 points qu'on a vus avant, c'est-à-dire les taux d'intérêt qui ne baissent pas, la Fed qui fait des déclarations que ça ne va pas baisser tout de suite, les bonds qui augmentent, et donc du coup, en tout cas les taux d'intérêt qui augmentent, et donc qui permettent aux gens d'être risk-off, le côté troisième guerre mondiale, mon Dieu au secours, ils font quoi les gens? C'est quoi leur vision? Eh bien actuellement, c'est plutôt short. C'est-à-dire que là, on a les liquidations, et on voit qu'on est sur le Bitcoin, hein, et on voit que c'est inversé, c'est-à-dire que les liquidations au côté vert, c'est les liquidations short. Okay, et donc cette courbe-là, qui monte, là, nous montre finalement les liquidations qui s'empilent en fonction du prix. Ok, là, 61 000, 62, 63, etc. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit que plus le prix est haut, forcément, et plus on liquide de gens, parce que c'est des gens qui ont du levier short. Et inversement, dans l'autre sens, plus le prix baisse, et plus on liquide des gens, puisque c'est des gens qui ont du levier long. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a une énorme imbalance, hein, je ne trouve pas mon mot en français, excusez-moi, je ne parle plus assez français, un déséquilibre, merci, entre les deux. C'est-à-dire que on a, si je regarde là, entre 61 et 68 000, on a 1,6 milliard à liquider ici sur Binance, et sur la totalité des échanges, on a 5,4 milliards à liquider, alors qu'en short, on a sur Binance 500 millions, et sur la totalité des exchanges, 1,5 milliard. Donc, en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, là, le marché, il est positionné short. Ok? Donc les gens, qu'est-ce qu'ils jouent? Je ne sais pas. Ils jouent la troisième guerre mondiale, ils jouent le fait que cette correction va aller plus bas, ils jouent de l'analyse technique, ils jouent le halving et le sell de news, j'en sais rien ce qu'ils jouent, mais ils jouent short. Maintenant, est-ce que ça veut dire que le marché va baisser si tout le monde est short et tout le monde est consensuel? En tout cas, attention, avec les raccourcis rapides, c'est pas tout le monde. C'est les traders qui utilisent du levier sur les futurs, sur les différents exchanges. Donc c'est quand même une typologie de personnes qui est très spécifique, hein.
On parle de gens qui trade, on parle de gens qui trade futurs, on parle de gens qui trade levier, on parle de gens qui trade exchange, donc pas institutionnel, etc. Donc c'est vraiment retail. Et ce qu'on voit souvent, c'est que ces gens n'ont pas spécialement un impact énorme sur le marché, et également, et on le voit sur tous les marchés, les retails sont souvent à l'envers. Mais on ne fait pas de conclusion hâtive en disant oulala, ils sont forcément à l'envers, donc tout le monde est short, donc ça va long, tout le monde est long, donc ça va short. C'est trop simple. Par contre, moi là, ce qui m'intéresse, c'est de voir que tout le monde est short et qu'on a pas mal de liquidations à des niveaux rapidement atteints. C'est-à-dire que les premiers pics de liquidation, on va revenir là, ils sont là, 62 000, 62 008, 63. En fait, le plus gros de la première finalement marge de liquidation, ça se passe très rapidement. Et après, on a un possible effet de cascade qui se passe entre 63 et 65, et ça vient se terminer à 68. Et ici, pareil, on a pas mal de volume sur Binance. Enfin, c'est la même chose sur Binance ou sur la totalité des exchanges. On prend souvent Binance parce que c'est le plus gros en termes de levier. Donc, qu'est-ce qui peut se passer là ? On a un possible squeeze qui peut se passer. C'est-à-dire que, ok, je sais pas où va partir le marché. Ça se trouve, le marché part short et ces gens ont raison et ils gagnent de l'argent et ils closent leur trade et tant mieux. Mais par contre, étant donné qu'on a un déséquilibre super important, ce qui peut se passer, c'est un squeeze. C'est-à-dire que si le marché décide de grappiller à la hausse, mais il n'y a pas besoin qu'il grappille beaucoup, 61, 62, 63, qu'est-ce qui va se passer ? On va faire des appels de marge sur ces gens-là. Ces gens-là vont être obligés de racheter leur short. Racheter un short correspond à un long, finalement, sur le marché. C'est-à-dire qu'il va falloir racheter le Bitcoin, les fractions de Bitcoin, la future, peu importe, en short. Donc, c'est un ordre d'achat. Ça, plus les ordres d'achat, plus le marché qui monte, ça fait un short squeeze et ça fait une grande bougie verte, tout simplement, qui, possiblement, en entraîne une autre parce qu'il y a des liquidations au-dessus, et une autre, et une autre, et une autre. Alors, c'est pas extrêmement violent en termes de volume, c'est-à-dire qu'on a connu bien plus important, etc. Mais là, dans le contexte actuel de marché, voilà, je suis quand même pas mal dans mon scénario entre, finalement, puisqu'on est en scénario halving, entre il n'y aura rien et ça va latéraliser, et, admettons qu'il y a 2-3 bonnes nouvelles macro qui s'empilent, avec les tensions qui continuent à se calmer sur les différents terrains de conflit, peut-être une déclaration de la Fed, peut-être un élément, une publication macro qui va dans le bon sens, etc. etc. On ne sait pas, tu vois. Les marchés classiques qui ont terminé de dipper et qui repartent à la hausse. Il n'en faut pas beaucoup pour que 1 plus 5 se transforme en plus 7, 1 plus 7 se transforme en plus 10, et qu'on arrive à un short squeeze. Voilà. Donc, si je dois finalement donner ma vision sur ce halving, elle est plutôt up, ou neutre, avec un range plus 5, moins 5, la possibilité d'un squeeze, mais qui n'est pas du tout sûr, puisque les volumes ne sont pas méga importants. Et il y a aussi une possibilité d'une baisse à un niveau extrêmement prégnant, que je vais appeler le niveau X, puisqu'on va en parler après, qui par contre, celui-là, s'il se passe, il va faire chier. Voilà. C'est-à-dire que si on atteint le niveau X, que je te garde pour un petit peu plus loin dans la vidéo, ça pète les couilles. Voilà. Donc, le but, c'est pas d'avoir raison, le but, c'est d'avoir ces scénarios, de savoir ce qui va se passer, en tout cas d'avoir ces scénarios en fonction de ce qui va se passer. Le niveau X m'emmerderait un peu. D'ailleurs, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller jeter un œil sur Glassnode pour voir un petit peu les datas qu'on regarde à chaque fois, et notamment celles qui m'intéressent, pour savoir où on en est dans le cycle, c'est-à-dire, est-ce que la smart money, est-ce que les long-termistes, est-ce que ceux qui ont finalement le plus de poids sur le marché, ils achètent, ils vendent, ils distribuent, qu'est-ce qu'ils font ? Alors, on avait vu qu'ils distribuaient déjà. Et en fait, donc attends, on va zoomer. En fait, ce qui se passe, c'est que là, voilà, donc les long term holders en bleu, ils sont dans le zéro, là, en dessous du zéro, donc ils sont dans le négatif, donc ils distribuent. Et les short term holders en rouge, donc les gens qui viennent d'acheter ou qui tradent, ils sont en train d'augmenter, ok ? Et c'est ce qu'on voit à chaque cycle, finalement. Les gens qui sont là depuis longtemps, ils prennent des profits, et puis les gens qui ont vu de la lumière ou qui tradent, ou qui sont des nouveaux entrants, ou le volume de transactions qui augmente, etc., peu importe, ces gens-là finalement rentrent dans le marché. Et on voit que plus on va avoir un excès dans un sens comme dans l'autre, plus le bleu va vers le bas et plus le rouge va vers le haut, et plus ça pue au niveau de où on en est dans le cycle. Là on a un aplatissement, c'est-à-dire que c'est en train de se calmer. Et donc certaines personnes, et moi le premier, se posent des questions en disant « Ok, est-ce que cet aplatissement on repart dans l'autre sens et ça y est, c'est fini ?» Ou est-ce que c'est un aplatissement temporaire et on va aller chercher plus de distribution et plus de nouveaux entrants ?
Maintenant, quand on finalement on relativise un petit peu tout ça et qu'on repasse sur une unité de temps un petit peu plus longue, qu'est-ce qu'on voit? Tac. On voit que cette donc, prise de profit et nouveaux entrants est encore relativement très contenue par rapport au dernier cycle et très contenue par rapport au cycle d'avant. Voilà. Donc, comme à chaque fois, oui, ça prend des profits. Oui, on est clairement en bull run. Oui, il est un petit peu différent. Oui, il y a des éléments qui puent. Mais voilà, pour l'instant, c'est pareil. Je reste assis sur mes mains tranquillement et je vois ce qui se passe. Maintenant, parlons du niveau X. Voilà une deuxième courbe qui m'intéresse beaucoup et que je surveille énormément. Qu'est-ce qu'on a ici? On a les... alors attends, on va zoomer pareil. On a les prix réalisés. Okay, c'est-à-dire qu'on va faire une moyenne et on va regarder les long-termistes à combien ils ont acheté leur Bitcoin, les court-termistes à combien ils ont acheté leur Bitcoin. Et bon, on voit que les long-termistes, aujourd'hui, tu vas voir, ça fait mal au cul, hein, ils ont acheté à 20 000, ok? Enfin, ça fait mal au cul. Si tu n'as pas acheté à 20 000, ça fait... tu te dis, putain, ils ont bien acheté. Ils ont acheté à 20 000. Aujourd'hui, le prix, on se promène autour de 60 000. Le cycle précédent, en moyenne, ils avaient acheté à 5 000. Le plus haut du cycle, hein, bon, bah, tu le connais, on était aux alentours de 69 000. Et voilà, hein, donc tout simplement, ils se font un petit x10, x12, x15 tranquillement. Et on voit que sur tous les cycles, hein, si on dézoome, bah forcément, les long-termistes, ils achètent mieux. Et forcément, il y a un gap tellement important entre cette courbe bleue, qui est le prix moyen des long-termistes, plus la courbe noire, qui est le prix, que bah, forcément, ils distribuent, ils prennent des profits. Donc ça, c'est les long-termistes. Donc eux, bon, je sais qu'ils ont bien acheté. Ok, ils ont un prix moyen aujourd'hui de 20 000. Ça me casse, ça casse pas trop à pattes à un canard, ça me casse pas le cerveau. Par contre, il y a la courbe rouge qui est là, qui sont les short-termistes. Et eux, bah, ils ont aussi un prix moyen. Et eux, leur prix moyen, bah, aujourd'hui, c'est 58 000. 58 800. Et je me dis que ces gens-là, vu le contexte, Troisième Guerre mondiale, blablabla, au secours, les taux, tout ce qu'on a abordé avant, le marché action classique qui lui aussi corrige, et puis tu sais, hein, les marchés, c'est tout simplement à chaque fois des vagues d'euphorie, des vagues de peur, des vagues d'euphorie, ça repart, ça remonte, je suis à l'envers, porte de saloon. Ces gens-là, là, avec leur prix moyen à 58 800, je m'attends à voir si on vient toucher, si on vient casser ce niveau, 58 800, 58 500, 58, des gens qui paniquent, du sel, et là on viendrait sur un scénario qui n'a rien à voir, c'est-à-dire une correction plus massive. Et est-ce qu'on n'irait pas chercher éventuellement une correction un petit peu plus importante dans l'ordre de 30%, c'est-à-dire que si je retourne ici, tac, sur notre courbe, aujourd'hui par rapport au plus haut, on est à moins 20, ok, moins 16, moins 17, aujourd'hui on est remonté à moins 15. Bah, d'aller chercher finalement un moins 30, on viendrait par là, on viendrait aux 50 000. Et ce niveau de 58 800, 58 500, 58, 57 et quelques, puisqu'on viendrait casser le 58 qui est aussi psychologique forcément, puisqu'il est rond. Quand tu as acheté à 58 800, peut-être que tu te dis ok, j'attends jusqu'à 58, ou tu as mis ton stop loss à 57 900, tu vois. C'est ce genre de comportement en fait qui nous intéresse. On pourrait les retrouver, les 50 000. Alors ça ferait beaucoup moins plaisir parce que oui, on va purger du monde, et oui, à chaque bull run, on fait ça, hein. À chaque bull run, et si je retourne ici, on voit qu'on va retourner sur le cycle précédent. On voit qu'il y a, et notamment en début de cycle, des moments où on vient purger, là, tu vois, tac, on vient purger ces court-termistes, et on vient toucher leur prix d'entrée, on vient faire peur, on vient sortir du monde. Et quand le bull run, finalement, et quand le cycle rentre plus profondément dans une phase parabolique, là, on vient plus les toucher, plus jamais, donc tout le monde est en profit, c'est génial, tout le monde gagne de l'argent, et quand le cycle se termine, on vient casser, et ça vient aussi accélérer la baisse. Donc sur ce cycle-là, on est finalement... Globalement, quand on regarde cette courbe relativement en début de cycle, c'est-à-dire que plusieurs fois, on est venu casser, là, on est venu toucher ces prix-là, on est venu toucher, purger l'excès, repartir, remonter. Et si on vient casser ici, peut-être qu'on va faire une consolidation comme ça un petit peu en dessous. Pour faire un petit peu, enfin pas pour faire, hein, quand on dit pour faire douter tout le monde, c'est pas genre il y a une force supérieure à quelqu'un qui est aux manettes et qui fait douter tout le monde parce qu'il y a un grand schéma de manipulation, hein. C'est juste que ça va faire douter tout le monde, et donc forcément, le temps que la confiance se remette en place, le temps que la poussière retombe, que les gens se disent ok, qu'est-ce qui se passe? Plus rien, plus de volume, ça latéralise, ok, je re-rentre, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est juste une psychologie globale de marché qui se passe. Ok? Donc maintenant, on fait un petit tour sur l'iPad. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Tiens, je vais marquer « moi » pendant cette correction. Alors, sur ma poche long terme, j'ai absolument rien fait. Pour deux raisons. La première, c'est que je m'attends à des corrections, des dips de 15 à 30% tout au long du bull run. Et si je n'accepte pas ça, si j'accepte pas de voir mon capital baisser de 15-30%, j'ai rien à faire en bull run. Ou alors, j'ai rien à faire avec mon exposition. Encore une fois, moi je suis rentré
au début fort, lourd, en appuyant fort et pas en mode je vais racheter le repli, etc. Parce que je sais que 1, faut du temps, 2, j'ai pas que ça à foutre, 3, psychologiquement c'est compliqué, et 4, il y a moins d'upside à prendre. Donc je suis préparé à ne rien faire sur ces corrections. Voilà. Je suis pas là en mode trading, sur ma poche long terme, je suis en mode long terme, on-off. Je rentre au début du cycle, quand ça pue, paf, je sors. Terminé. Par contre, j'ai une poche aussi court terme, plutôt trading, où celle-ci, j'ai également rien fait pour la simple et bonne raison que j'étais en plus en vacances, donc j'avais pas du tout envie de, de faire des trucs. Et maintenant, retour de vacances, je suis plutôt longue. Voilà, pour ma thèse, ce qui rattache un petit peu ma thèse précédente, c'est-à-dire que je suis plutôt longue sur ma poche court terme et je vois ce qui se passe. Bien sûr, cette poche court terme trading a une exposition bien inférieure à celle-ci. Voilà pour mes moves actuels. Je te rappelle que il va falloir qu'on prédise le futur. Donc pour prédire le futur, j'ai mes critères. On en a vu certains avant, mais on en a d'autres. Là, on est en pleine earning season qui vient de commencer. Donc, les actions américaines qui reportent. Ces actions qui reportent, elles nous donnent quoi comme information ? Elles nous donnent des informations sur la santé de l'économie. Quand on regarde la totalité des entreprises cotées qui reportent, est-ce que elles fonctionnent bien ? Est-ce que les marges augmentent ? Est-ce que les bénéfices augmentent ? Est-ce qu'il y a plus de clients ? Est-ce que les gens dépensent plus ? Les paniers moyens, etc. Forcément, ça donne une direction générale à l'économie. Donc ça donne une direction générale au marché, ça donne une direction générale à la confiance également. Donc cette earning season est super importante, il faut la suivre. On a également, bien sûr, les décisions de la Fed, tout ce qui est Fed, inflation et tout ce qui est indicateur leader, on en a assez parlé, qui est très importante. Et on a tout ce qui est fait de liquidité, donc qui va nous fueler le marché, et également les niveaux de risque, les risques premium, etc., l'effet risk-on, risk-off. Donc il faut qu'on soit capable de suivre tout ça, et les net flows également dans le marché. Et ça, c'est ce qu'on va voir sur la partie avancée de cette vidéo. Et on va y passer tout de suite. Je rappelle juste, pour les gens qui veulent nous rejoindre tout simplement dans le Money Game, toutes les infos sont ici. Tu as accès au point de marché avancé, approche professionnelle. Tu as également accès à tout un tas de formations, groupes privés, événements annuels. Rejoins-nous, le prix est dérisoire par rapport à la valeur à l'intérieur.